Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine. Nous allons évidemment parler de la situation en Ukraine, mais aussi de la violence généralisée de Donald Trump et de l'urgence de la paix. Nous allons parler des campagnes contre Rima Hassan, mais aussi contre Jean-Michel Apathy. Nous allons parler de l'urgence de se mobiliser le 22 mars, de cette semaine avec le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et des victoires de la France insoumise. Générique. Alors, je vais bien sûr commencer par l'Ukraine qui occupe maintenant l'ensemble des médias avec des dirigeants européens, Macron y compris, qui font semblant d'être dans un état de choc après ce qui s'est passé dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Alors, évidemment, cette scène est extrêmement choquante puisque c'est une humiliation à la fois des Ukrainiens, mais aussi des Européens qui ne sont même plus autour de la table des négociations pour la paix en Ukraine. Mais il se trouve que les États-Unis ont de tout temps traité des dirigeants politiques comme cela, et notamment les pays d'Amérique du Sud. Et alors, chacun fait semblant maintenant de découvrir que Trump, c'est la violence généralisée. Évidemment, il s'en inquiète sur l'Ukraine, et c'est légitime et normal, mais il ne s'en inquiète absolument pas ni sur le Groenland, dont Donald Trump a redit qu'il voulait se l'accaparer, ni sur le Canada, ni sur le canal du Panama, et encore moins, vous vous rendez bien compte, sur la Palestine, où Donald Trump a juste diffusé une vidéo faite par l'intelligence artificielle qui montre la bande de Gaza complètement vidée des Palestiniens et des Palestiniennes, avec Donald Trump et Benjamin Netanyahou tranquillement en train de siroter un cocktail sous une immense Trump Tower à Gaza. Ça, il n'en parle pas du tout. Donc, il se retrouve dans une situation complètement hébétée où depuis 3 ans que la Russie a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine, eh bien, depuis 3 ans, ils n'ont eu de cesse d'avoir une politique non seulement va-t-en-guerre, mais aussi alignée sur les États-Unis, et ils se rendent compte que les États-Unis poursuivent leurs propres intérêts et le capitalisme le plus féroce soit-il, puisque ce qui intéresse maintenant Donald Trump, c'est de récupérer la mise, je mets des grosses guillemets, de ce qu'il a mis comme argent pour défendre l'Ukraine, en récupérant les sous-sols de l'Ukraine et notamment les terres rares qui s'y trouvent. Donc, personne ne devrait être surpris de ça. Et ce qui devrait être tiré comme leçon, c'est que certes, nous sommes arrivés dans une ère nouvelle, mais que tous ceux qui jusqu'alors ont été uniquement alignés sur les États-Unis, ont été uniquement alignés sur l'OTAN et la vision atlantiste, donc sous égide de Donald Trump, devraient se repentir de ce qui a été fait et comprendre qu'il faut urgemment changer de cap pour aller vers la paix. Eh bien non, ce qui est fait, c'est que vous avez un Emmanuel Macron qui arrive à la télé, qui parle finalement très peu d'Ukraine et de la manière dont on peut arriver à un traité de la paix durable. Par exemple, le président de la République aurait pu proposer de faire une initiative sous l'égide de l'ONU pour renforcer le droit international, exiger que de nouveau les Ukrainiens soient autour de la table, que les Européens eux aussi soient autour de la table pour arriver à une paix durable qui permette de respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de faire des référendums d'autodétermination dans le Donbass et la Crimée. Bon, donc finalement, il parle assez peu d'Ukraine, mais le pire, c'est qu'il explique qu'il faudrait être plus indépendant des États-Unis en restant et en continuant à investir encore plus dans l'OTAN, ce qui n'a absolument aucun sens. De même, il explique qu'il faudrait augmenter drastiquement les dépenses militaires. Là aussi, ça n'a aucun sens parce que ce qu'il essaye de faire, à la fois avec l'Europe de la défense ou une augmentation croissante de l'armement, n'a là aussi aucun sens puisque plus de 50% des dépenses militaires européennes sont des dépenses militaires qui vont directement permettre de nourrir le système Trump, donc qui s'allie avec Poutine pour imposer une paix et une reddition, une capitulation à l'Ukraine, puisque 50% des dépenses faites par l'Union européenne sont de l'achat d'armes états-uniens. Donc nous n'avons plus aucune souveraineté. Et pire que ça, quand le président de la République dit qu'il faut réindustrialiser le pays, ce sont les mêmes qui non seulement ont vendu Alstom, puis récupéré Alstom, mais sans les brevets, ce qui est du génie absolu, mais en plus de ça, ce sont ceux qui sont en train de laisser mourir Vancorex, entreprise de la chimie qui emploie de manière directe et indirecte 6500 salariés dans le bassin grenoblois et qui sont
font un travail qui est indispensable à la dissuasion nucléaire et qu'ils sont en train juste de laisser complètement mourir alors que nous demandons la nationalisation de Vancorex. De même avec les fonderies de Bretagne dont nous avons besoin pour, là aussi, la souveraineté et la sécurité. Donc, ils font absolument le contraire de ce qu'ils devraient faire, et ce, depuis 3 ans. Et je répète ce que nous disions depuis 3 ans. S'ils avaient écouté Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, c'est-à-dire si Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens avaient organisé un cadre de négociation dans lequel les Européens seraient pour aboutir par la diplomatie à une paix qui est durable et juste, eh bien, l'Ukraine ne serait pas dans cette situation catastrophique où ils sont obligés de céder à Donald Trump, de céder à la fois sur une forme de capitulation sur la guerre, mais en plus de ça, avec une condition qui est celle de leur laisser l'accès total aux minerais pour les multinationales états-uniennes. Oui, il fallait le faire tant que l'Ukraine était encore en position de force. Et notamment tous ceux qui ont refusé en disant l'Ukraine va aller à la victoire militaire, l'Ukraine va gagner, il faut absolument défendre l'Ukraine par les armes, eh bien nous ont jetés dans une impasse dont nous ne savons pas comment sortir maintenant. Parce que ce qui se passe depuis maintenant 2 jours, c'est que les États-Unis ont laissé les Ukrainiens dans un aveuglement total, puisqu'ils décident de ne plus donner des renseignements militaires aux Ukrainiens, notamment sur le déplacement des troupes russes, mais aussi sur les cibles qu'ils pourraient frapper. Et les Européens ne savent plus faire ça. Parce que, à force d'avoir eu une politique uniquement atlantiste, nous ne savons plus faire cela. Et donc, nous allons expliquer maintenant que l'Ukraine pourrait gagner la guerre qu'elle n'a pas gagnée depuis 3 ans, avec 1 million de morts et de blessés, sans l'aide des États-Unis, puisque Donald Trump a l'air de vouloir se retirer. Ceci n'a aucun sens. Et nous avions raison depuis le début de dire qu'il fallait une paix négociée d'abord avec les Ukrainiens et avec la présence des Européens, plutôt qu'une paix imposée comme essaye de l'imposer Donald Trump avec Vladimir Poutine, une paix imposée avec des conditions qui sont inacceptables. Voilà ce qui est en train de se passer et voilà pourquoi nous avions raison depuis le début de dire que la France devait être non alignée au service de la paix. Donc tous ceux qui vont continuer à courir dans des discours va-t-en-guerre, comme l'a fait le président de la République Emmanuel Macron, mais malheureusement aussi une partie de la gauche, je pense notamment à Yannick Jadot et à d'autres, qui continuent à courir dans un discours va-t-en-guerre, n'ont aucune lucidité sur les événements que nous sommes en train de vivre. Et donc, il faut impérativement, sortir du commandement intégré de l'OTAN, construire certes la possibilité pour la France de pouvoir se défendre, mais en passant non pas sur une économie de guerre qui va alimenter l'économie états-unienne et le fait de fabriquer des armes pour pouvoir en vendre toujours plus, mais au contraire sur une économie de paix qui réponde aux besoins à la fois sociaux, aux besoins écologiques, mais aussi aux besoins d'être en sécurité. Et donc nous, lorsque nous serons au pouvoir, nous nous poserons la question de savoir s'il faut augmenter les dépenses militaires. Mais s'il faut augmenter les dépenses militaires, c'est pour répondre à un besoin, c'est-à-dire au fait que la France puisse être indépendante, non alignée au service de la paix, pas pour être dans la roue des États-Unis et pas pour faire tout et n'importe quoi, ce qui n'a absolument aucun sens. Et donc, il faut à chaque fois repartir des besoins, c'est ce que nous disons. Et puis surtout, tout cela a une condition, parce que moi, je suis aussi pour l'augmentation des dépenses dans l'éducation nationale, dans l'hôpital public, dans la bifurcation écologique. Et tout ça, il y a une condition pour cela, eh bien, c'est le partage des richesses et le fait qu'enfin, on fasse contribuer les riches de ce pays. Alors, je continue avec 2 choses qui me semblent importantes. La première, c'est le fait que le président de la République décide d'ouvrir au débat la possibilité de partager la dissuasion nucléaire française, donc avoir un parapluie nucléaire français, ce qui est une aberration. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, partager la dissuasion nucléaire est interdit par le traité de non-prolifération nucléaire. Donc, c'est pour éviter la dissémination nucléaire et empêcher qu'il y ait justement plus de risques d'une guerre nucléaire. Donc ça, c'est la première chose, la partager est interdite. La deuxième chose, c'est que cela fait 70 ans que la France ne croit pas au parapluie nucléaire américain. Et c'est d'ailleurs pour ça que le général de Gaulle avait décidé de développer sa propre arme nucléaire et de doter la France de l'arme nucléaire. Donc, faire croire maintenant aux autres Européens ce à quoi nous n'avons jamais cru depuis 70 ans, c'est-à-dire qu'un parapluie nucléaire français pourrait protéger d'autres dans des intérêts qui seraient communs, alors on ne sait pas comment, avec Madame Meloni de l'extrême droite juste à côté, Monsieur Orban en Hongrie et je ne sais qui d'autre, cela n'a aucun sens et nous ne sommes pas d'accord avec cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puisqu'ils essayent de monter des polémiques dessus, c'est que il a beaucoup été question des avoirs russes.
Nous avons toujours été d'accord et nous avons toujours demandé le gel des avoirs russes. Mais il faut comprendre que les avoirs russes, si on prend sur l'Europe, c'est 200 milliards à peu près qui sont aujourd'hui gelés. Nous sommes d'accord avec ça. L'immense majorité de ces avoirs, c'est des avoirs de la Banque centrale russe. Et il existe un principe en droit international qui s'appelle l'immunité souveraine, qui empêche de pouvoir saisir ces avoirs de la Banque centrale russe. Donc, il n'est pas possible en droit international de le faire. Et pire que cela, cela pourrait amener à une déstabilisation totale du secteur financier, puisqu'il y aurait ensuite des mesures de rétorsion. Et donc, on nous expliquerait que tout ça n'est pas grave parce qu'il faut continuer le va-t-en-guerre, le va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ensuite, il y a une deuxième question sur des avoirs russes qui, cette fois-ci, concerne une plus petite partie, on pense à 20 milliards en Europe à peu près, qui sont les oligarques russes. Et cette fois-ci, sur la question des milliardaires, nous pourrions être favorables à cela, puisque je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire, mais il se trouve qu'actuellement, il y a une législation qui ne permet pas de saisir ces avoirs et qui donc ferait en sorte que, vu le temps de recours juridique qu'il y aurait dessus, il n'y aurait pas d'argent immédiatement disponible pour l'Ukraine, ce qui est l'urgence. Et d'ailleurs, si vous regardez, un pays comme le Canada a essayé de faire ça et ce n'est pas effectif. Donc voilà, ça c'est sur les avoirs russes. Enfin, je viens sur le point peut-être le plus important pour notre pays de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a redit que, en gros, il demandait et il réclamait du sang et des larmes du peuple français pour lancer l'économie française dans une économie de guerre et réarmer le pays à tout va. Pourquoi faire? On ne sait pas. Bon. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il ne sera jamais question pour nous d'accepter que on puisse de nouveau, quand il dit il ne faut pas augmenter les impôts. Si on traduit en Emmanuel Macron, ça donne nous n'accepterons pas, par exemple, de taxer les plus riches. Par contre, on prendra sur les autres budgets, sur l'éducation, sur l'écologie, sur l'assurance chômage, etc., etc. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Ce n'est pas acceptable qu'on demande de nouveau un rognement des droits et qu'on fasse une guerre sociale au peuple français pour se lancer dans une course à l'armement qui n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, je ne dis pas ça complètement dans le vent. Il se trouve que, par exemple, le Danemark, qui n'est pas si loin de nous, a pris pour prétexte la guerre en Ukraine pour imposer la retraite à 70 ans. Et on les voit déjà venir. Alors, sur les plateaux, ils nous disent « Avec la guerre en Ukraine, vous êtes toujours pour la retraite à 60 ans ?» Des macronistes dans des journaux expliquent que la retraite à 64 ans, l'abroger, la guerre en Ukraine est la meilleure raison pour laquelle nous n'abrogerons jamais la retraite à 64 ans. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et c'est pourquoi nous demandons à ce qu'on taxe les riches. Je vous le disais, si nous étions au pouvoir, peut-être regarderons-nous s'il y avait besoin d'augmenter des dépenses pour répondre à des besoins. Mais à ce moment-là, puisque moi je veux et j'exige qu'on puisse revenir à la retraite à 60 ans, qu'on puisse augmenter les salaires de ce pays, bref, qu'on en finisse avec ce monde de malheur, eh bien, du coup, cela implique enfin faire le partage des richesses et de faire partager notamment les milliardaires de ce pays qui n'ont eu de cesse de s'enrichir. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et j'ai une autre inquiétude très forte. Vous avez vu que depuis maintenant 2 jours, sur tous les médias, on ne parle que d'Ukraine, tout est oublié, tout le reste, nous n'en parlons plus. Betaram, on n'en parle plus, les droits des enfants, on n'en parle plus. Bon, tout ça n'existe plus. Et donc, va se passer un peu comme lorsque Emmanuel Macron, lorsqu'il y avait eu le début du Covid et qu'il avait dit 6 fois « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », ou ce qui s'était passé pendant la campagne présidentielle de 2022, où, rappelez-vous, Emmanuel Macron avait décliné tous les débats avec les autres candidats, et notamment Jean-Luc Mélenchon, en prétextant que du fait de la guerre en Ukraine, eh bien, il ne pouvait plus avoir de débat démocratique. Je suis très inquiète que ce président de la République se croit le pouvoir de décider tout seul sur des choses qui sont aussi importantes que la question de la politique internationale de la France et de la possibilité d'une participation de quelconque manière à la guerre qui est en cours contre la Russie. Donc, cela implique non pas de consulter les forces politiques comme il veut le faire, nous voulons délibérer et nous voulons voter à l'Assemblée nationale. Parce qu'il n'est pas possible qu'un président de la République aussi affaibli, après avoir été battu 3 fois dans les urnes, décide tout seul de cela sur des enjeux aussi importants et sur une situation internationale qui est aussi grave que cela. Alors je vous disais, 70 ans pour le Danemark, où ils en ont profité. Bon, il y en a d'autres qui essayent eux aussi d'expliquer qu'il faut financer des canons plutôt que les loisirs des jeunes retraités. C'est par exemple ce que s'est permis de faire très tranquillement le directeur général de la BPI France,
qui expliquait que finalement, il fallait arrêter. Alors, je vous lis ce qu'il dit parce que c'est assez intéressant. Donc, la France a décidé de consacrer beaucoup plus d'argent que les autres pays européens à la période de loisirs. Et ça, on ne peut plus se le payer. Cet argent, il va falloir le mettre dans la défense. On ne devrait plus accepter, continue-t-il, de prendre 1 euro de dette de plus pour financer des dépenses de prestations sociales pures. La dette, ça sert à financer les investissements, des canons ou des centrales nucléaires, pas le Doliprane de ma mère. Sympathique. Il distingue alors deux vieillesses. Alors ça, vous serez intéressé d'apprendre ça. Donc vous avez d'un côté le moment où vous êtes entre 62 ans et 75 ans, où vous êtes un jeune retraité, vous êtes dans un moment de loisir. Et puis après la vraie vieillesse, bon là on peut investir un peu, mais sur le reste ce sont des loisirs sur lesquels il faudrait prendre l'argent des retraités. Là aussi nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et je veux dire au directeur général de la BPI, à tous ceux qui reprennent des idées aussi farfelues que prendre l'épargne des Français, que nous faire travailler plus longtemps ou je ne sais quoi, que s'ils veulent se priver de 40% des maires de ce pays, de 50% des présidents d'associations de ce pays et de 1/3 des bénévoles de ce pays, c'est-à-dire 4 millions de personnes qui sont tous des jeunes retraités, qui, grâce au fait qu'ils peuvent enfin sortir, avoir un temps libéré, sorti des contraintes du travail marchand, eh bien, qui peuvent justement organiser du temps à la fois pour eux-mêmes, pour leurs proches, mais aussi pour la société. Voilà ce que font les jeunes retraités de ce pays. Donc, nous n'acceptons pas que on explique que tout cela est accessoire. Donc, il va falloir tenir bon, d'autant plus que, vous l'avez vu, beaucoup de gens continuent à courir derrière une idée qui ne changera rien en plus à la réalité et qui se heurte à la réalité, qu'il faudrait avoir une victoire militaire. Nous redemandons de la diplomatie. Alors, vous aurez remarqué que le gouvernement, pour empêcher de dire que ce serait de leur faute, recommence à attaquer la France insoumise. Encore mercredi, c'est le ministre des Affaires étrangères qui explique que la France insoumise se prosterne devant Vladimir Poutine, que nous sommes responsables de la situation. Bien sûr, c'est nous qui avons expliqué depuis le début qu'il fallait faire de la diplomatie, mais nous sommes responsables de la situation d'impasse dans laquelle nous a mis Emmanuel Macron. Et que, surtout, nous serions responsables du fait que Vladimir Poutine tue ses opposants. Alors là, c'est intéressant parce que je veux rappeler quelque chose de très important. Il y a un seul mouvement politique dans ce pays qui non seulement a aidé à sortir, qui a accueilli et qui aide à vivre concrètement des opposants russes à Vladimir Poutine, des opposants russes à la guerre et des Russes qui sont engagés pour la paix, eh bien c'est la France insoumise. Il n'y a que nous qui avons fait cela. Donc, expliquer de nouveau que parce que nous avions dit depuis le début que ce ne serait pas par victoire militaire, mais par solution diplomatique qu'on reviendrait à la paix, que nous serions pro-Poutine, est quand même vraiment, vraiment fort de café et d'une indignité absolue qui ne vise qu'à cacher l'échec des politiques qu'ils ont menées depuis longtemps. Donc, nous avons une urgence sur la paix, d'autant que je le dis avec une forme de gravité aussi. Vous avez remarqué que sur la Palestine, vous n'avez pas à longueur de journée des plateaux pour expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, je rappelle qu'en Palestine, à Gaza, la semaine dernière, 7 nourrissons sont morts de froid, que depuis dimanche, Netanyahou a décidé d'empêcher toute aide humanitaire et toute aide alimentaire de rentrer, avec des déclarations cyniques de responsables israéliens qui expliquent qu'il y a à Gaza, je cite, assez de nourriture pour alimenter une épidémie d'obésité. Donc vous voyez l'indignité des propos qui sont tenus. Et toujours, en plus de cette politique de famine comme arme de guerre utilisée à Gaza, en Cisjordanie, des expulsions et des expropriations qui continuent la politique de colonisation de manière plus violente encore. Et je le dis d'autant plus, il est d'autant plus important de continuer de se mobiliser qu'à Sciences Po Paris, s'est passé quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant, c'est-à-dire 3 étudiants qui se sont fait expulser de leur scolarité à Sciences Po pour avoir juste manifesté en soutien à la Palestine et pour demander la fin d'un partenariat de Sciences Po avec des complices du génocide. Et parmi ces 3 étudiants, il y a notamment la présidente de l'Union étudiante. Nous n'avions jamais vu une telle répression qui continue à vouloir faire taire les voix pour la paix et les voix du droit international. Et donc, face à cet international de l'extrême droite qui s'organise de Trump à Poutine, à Netanyahou, en passant par Marine Le Pen et par Bardella, eh bien, le 22 mars, la manifestation à laquelle nous appelons avec des centaines et des centaines, puisqu'il y a, je crois, 200 organisations qui appellent à manifester ce jour-là partout en France, prend aussi une dimension internationaliste qui est
très importante. Alors, elle est d'autant plus importante que cette semaine, nous sommes dans la semaine du 8 mars. Alors, 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et cette année, elle a une importance toute particulière pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un an exactement, nous avions gagné une victoire historique, vous vous en rappelez, qui est d'abord permise au départ par le vote par les insoumis de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, donc la garantie du droit, avec la France qui est redevenue une nation pionnière des droits des femmes à ce moment-là, où la France parlait au monde. Donc cela fait pile un an que nous avons gagné cette constitutionnalisation du droit à l'avortement. Et c'est d'autant plus important qu'à chaque fois que nous gagnons des victoires féministes, nous infligeons des défaites à l'extrême droite, aux anti-droits et aux anti-choix. Et c'était donc une défaite très importante pour l'extrême droite française. Mais il y a une autre importance particulière, c'est justement la situation et l'offensive menée par les réactionnaires et l'extrême droite contre les droits des femmes et des minorités de genre partout dans le monde et notamment en France. Alors partout dans le monde, on le voit avec quelque chose qui là aussi n'intéresse absolument pas les médias, puisque généralement on parle de femmes sur le continent africain, donc ça ne les intéresse pas. Mais lorsque l'on parle, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, du gel de l'aide américaine pour 3 mois, avec 10 000 salariés de l'agence de développement états-unienne qui ont été licenciés du jour au lendemain. Lorsque l'on parle de ce gel-là, on parle de 8 000 femmes qui vont mourir d'un accouchement ou d'une grossesse, dont 7 200 en Afrique. On parle de 2,7 millions de personnes, de femmes qui n'ont plus accès à des contraceptifs en juste 3 semaines de gel de l'aide états-unienne, là aussi principalement sur le continent africain. Mais on parle aussi, et ça ce sont les chiffres de l'ONU, de 6 millions de personnes qui vont mourir du VIH d'ici 2029, donc en 4 ans seulement, du fait du gel de l'aide américaine. Et donc, du fait de ces politiques qui sont des politiques meurtrières, je ne sais pas comment les appeler autrement, du fait de ces politiques meurtrières, les droits des femmes sont mis en danger partout dans le monde. On avait déjà parlé de ce qui se passe en Pologne, de ce qui se passe en Hongrie, de ce qui se passe en Argentine avec Javier Milei. Bref, à chaque fois, ils attaquent à la fois le droit des femmes à disposer de leur corps, l'existence même des personnes transgenres. Ils s'attaquent aux droits des personnes LGBT et ils s'attaquent aussi, et tout ça à un continuum, à l'autonomie financière des femmes, à l'égale dignité des femmes. Et en France aussi, on retrouve ces mêmes attaques. C'est les centres du planning familial qui sont régulièrement attaqués par l'extrême droite. C'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école. Et ce, alors que seuls 15% des enfants ont les 3 séances annuelles obligatoires par an, qui est sans cesse attaqué là aussi par l'extrême droite. Et jusqu'au 8 mars, où non seulement Némésis, le collectif d'extrême droite, veut se joindre à la manifestation avec la présence de Sarah Knafo, mais aussi Nous Vivrons, qui est appuyé avec l'appui politique de Aurore Berger, qui l'a redit dans l'hémicycle. Et je le dis, aucun groupe d'extrême droite, aucun suprémaciste comme Nous Vivrons n'est bienvenu dans la manifestation pour défendre les droits des femmes et les droits des minorités de genre, parce que ce sont les premiers ennemis, justement, des droits des femmes. Et d'ailleurs, nous avons organisé samedi dernier un colloque que je vous invite à regarder, qui est un colloque qui s'appelle « Les mobilisations féministes contre l'extrême droite », qui était un colloque exceptionnel à la fois par le nombre d'invités internationaux qu'il y avait, avec des similitudes très fortes sur la manière dont l'offensive dans chacun des pays se passe à la fois à l'international et à l'intérieur des pays et comment l'extrême droite s'organise pour attaquer ses droits partout. Une autre constante aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des victoires féministes et des luttes féministes, eh bien, l'extrême droite recule. C'est comme ça, par exemple, que les Polonaises ont permis de dégager l'extrême droite du pouvoir. C'est comme ça que les Colombiennes ont réussi à gagner l'avortement, la légalisation de l'avortement jusqu'à 24 semaines et beaucoup d'autres victoires dont nous avons parlé. Et à chaque fois, dans les victoires, cette fois-ci, malheureusement, soit d'arriver au pouvoir de l'extrême droite, soit de montée forte de l'extrême droite comme on l'a vu en Allemagne, nous avons, et ça c'était un enseignement du colloque, vu 2 constantes qui se retrouvaient partout, à la fois les libéraux qui les aident, et vous n'avez qu'à voir en France, bon, Retailleau, la figure de Retailleau, qui se dit proche de Némésis, qui parle de français de papier, des belles heures de la colonisation, mais aussi Darmanin qui fait passer une loi immigration avec les voix de l'extrême droite et le programme de Jean-Marie Le Pen. Bref, donc à chaque fois les libéraux qui les aident et surtout une partie de la gauche qui renonce. Et le principal enseignement de ce colloque, c'était de montrer que justement, lorsque la gauche ne renonce pas ni au combat antiraciste, ni au combat
anticapitaliste, ni au fait de porter la rupture dont nous avons besoin et surtout de gagner de nouveaux droits à chaque fois, eh bien, c'est ça qui nous permet non seulement d'emporter des victoires, mais de battre l'extrême droite. Vous pouvez voir toutes les tables rondes, l'introduction et la conclusion du colloque sur YouTube. Je vous invite vraiment à aller voir et ça a été un gros succès. Je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on continue de creuser et sur lesquelles il faut qu'on continue à organiser la riposte puisque eux s'organisent au niveau international. Nous le faisons aussi avec 300 personnes qui étaient présentes sur place, mais surtout 10 000 personnes qui l'ont suivi en direct sur YouTube, 12 000 personnes qui ont regardé les différentes vidéos depuis et plus d'1 million de personnes qui ont vu les extraits du colloque sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça aussi, à la fois, il faut se mobiliser le 8 mars, mais à la fois le 22 mars, parce que le 22 mars, lorsque nous disons que nous luttons contre l'extrême droite, contre le racisme, eh bien, c'est aussi ce qui nous permet de gagner des victoires féministes. Je veux évidemment continuer par, en parlant du 22 mars, de l'ambiance qu'il y a dans le pays qui est de plus en plus nauséabonde. Je vais commencer par parler de ce qu'ils ont fait à Rima Hassan. Alors Rima Hassan, vous avez vu, elle a fait une interview dans laquelle elle a rappelé strictement ce qui est le droit international. Et alors, dans notre pays, il vaut mieux faire l'apologie de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, que l'apologie du droit international, puisque Rima Hassan s'est vue immédiatement victime d'une campagne de haine extrêmement forte, jusqu'à plusieurs ministres du gouvernement Bayrou qui se sont prononcés pour la déchéance de nationalité de Rima Hassan. Évidemment, c'est d'un racisme absolument crasse, puisque si Rima Hassan s'était appelée Mathilde Panot ou je ne sais qui, si elle avait été blanche, jamais on n'aurait parlé de déchéance de nationalité, ce qui est évidemment extrêmement violent. Donc, déchéance de nationalité, campagne de déchéance de nationalité, qui a ensuite été relayée par des caricaturistes, jusqu'à 94 sénateurs, souvent des républicains, qui ont jugé bon d'écrire une lettre à la présidente du Parlement européen pour demander la levée de l'immunité de Rima Hassan. Alors déjà, je veux dire que je trouve ça extrêmement étonnant, puisque il se trouve que les LR, donc les Républicains, la droite, avaient dans leur groupe jusqu'à récemment un certain Meyer Habib, qui, vous le rappelez, était le député des Français de l'étranger, notamment de ceux vivant au Proche-Orient. Eh bien, Meyer Habib a à plusieurs reprises appelé à poursuivre le génocide, parle des Palestiniens comme d'un cancer, et jamais ces sénateurs n'ont élevé la voix pour dire maintenant ça suffit. Donc apparemment, l'apologie du droit international serait bien plus grave que l'apologie de crimes contre l'humanité qu'il pourrait continuer. Et je veux dire à ceux qui ne cessent de pourchasser et de harceler Rima Hassan, que Rima Hassan, en défendant à chaque fois et le droit international, et surtout l'égale dignité des êtres humains et l'égalité des êtres humains entre eux, a bien plus à voir avec l'esprit et les principes qu'a porté la Révolution française que ne l'est, par exemple, le ministre de l'Intérieur, Retailleau. Donc maintenant, ça suffit, ces cabales racistes contre Rima Hassan, et c'est pourquoi nous manifesterons le 22. Mais il y a une sorte d'ambiance qui continue aussi, puisque à la fois, tout le monde parle de Rima Hassan, mais personne ne parle ni des menaces de mort contre Éric Coquerel, Ercilia Soudé et toute la Mélenchonie qui sont dit tranquillement, signés dans un média. Je vous lis ce qui est dit. Et moi, je ne vois pas d'autre réponse que foutre une balle dans la tête de Madame Soudé, Monsieur Coquerel et toute la Mélenchonie. Là, Yael Braun-Pivet, les ministres, personne n'a absolument rien à dire sur cette question. De même, quand Ali Duhara, donc qui est député de la Seine-Saint-Denis, regarde ce qui se passe lors d'un contrôle d'identité de policiers sur deux jeunes et interroge les policiers sur ce qu'ils sont en train de faire. Eh bien, un des policiers lui répond « Si je te tase, tu vas faire quoi ?» Alors qu'il sait que Ali est député et donc représentant du peuple. Là aussi, non seulement, alors là, c'est même pas qu'ils ont rien à dire. Là, cette fois-ci, vous avez le préfet de police de Paris qui apporte tout son soutien aux policiers et qui explique que c'est tout à fait normal de parler comme ça à un élu de la République. Donc, vraiment, en ce moment, on est en train de franchir des seuils extrêmement graves. Et je veux parler d'un des seuils qu'on avait commencé à voir venir, mais qui a été confirmé il n'y a pas longtemps. C'est ce qui est arrivé à Jean-Michel Apathy. Alors, Jean-Michel Apathy, il a rappelé, en fait, des faits historiques sur ce qui s'était passé en Algérie dans la politique de colonisation française. Il a notamment dit « Nous, ce que nous avons fait, c'est que les villageois algériens se réfugiaient dans des grottes. On a muré les grottes, on a mis du bois dans les grottes, on a allumé du feu et on les a asphyxiés. »
Donc, il fait référence aux enfumades qui ont eu lieu en Algérie, aux emmurades qui ont eu lieu en Algérie, avec les historiens qui sont spécialistes de cette question, qui rappellent tous que ces faits sur la violence de la colonisation en Algérie sont exacts. Je pense à Benjamin Stora, à Sylvie Thénault et à d'autres. Eh bien, pour avoir dit cela, pour avoir dénoncé la manière dont la France s'était conduite en Algérie, rappelé les crimes coloniaux, eh bien, il a été mis en retrait de l'antenne d'RTL. Alors, je ne suis pas fan de ce que dit Jean-Michel Apathy bien souvent, mais tout le monde devrait être alerté par ce qui est en train de se passer. Un journaliste a été mis à pied pour avoir rappelé les crimes coloniaux pendant 132 ans de ce qu'a fait la France. Ça suffit de passer dans une version autoritaire. Ça suffit de franchir des seuils dans l'autoritarisme sans que personne ne réagisse. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et je vais vous dire pourquoi c'est scandaleux. Parce que le deux poids, deux mesures, là aussi, continue. Il se trouve que sur RTL intervient quelqu'un d'autre, Barbara Lefebvre. Vous savez, celle qui avait fait, elle aussi, l'apologie de crimes contre l'humanité, en disant notamment qu'il fallait vider entièrement la bande de Gaza. Eh bien, elle peut continuer à intervenir sur RTL quand Jean-Michel Apathy, lui, est mis à pied. Eh bien, pour cela aussi, nous marcherons le 22 mars. Donc vraiment, le 22 mars, il faut faire connaître ces dates partout. Il y aura des manifestations partout dans le pays. Et je crois que, vu l'ambiance du pays, nous avons, nous, intérêt à continuer d'être les gardiens de l'unité du peuple français. Enfin, pour terminer sur une note plus joyeuse, je vous parle des victoires que nous avons eues ces 2 dernières semaines, qui sont des victoires très, très importantes. Les premières, c'est des victoires contre les grands projets inutiles, ces projets d'un autre siècle, et la plus éclatante d'entre elles, c'est évidemment l'annulation des travaux de l'A69. Vous savez, cette autoroute qui devait artificialiser 400 hectares de terres agricoles et espaces naturels, pour faire gagner 15 minutes aux gens, voilà de quoi on parle. Donc la décision du tribunal administratif de Toulouse est une énorme et immense victoire pour celles et ceux qui ne cessent de dire depuis des années que ce projet est une folie et qu'il doit impérativement s'arrêter. Alors évidemment, l'État fait appel, mais j'espère bien que de nouveau nous aurons gain de cause et je veux évidemment dire ma joie de voir que enfin ce projet d'un autre siècle puisse être arrêté et je l'espère définitivement. Et deuxième victoire qui concerne là aussi les grands projets inutiles, c'est la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour la violation du droit à la vie, pour la mort de Rémi Fraisse. Rémi Fraisse, lui aussi, luttait contre un grand projet inutile, il y a perdu la vie. Eh bien, la France a été condamnée, mise directement en cause. C'était l'époque à la fois de François Hollande et de Bernard Cazeneuve. Et je crois que c'est très important que 10 ans après la mort de Rémi Fraisse, il y ait enfin une justice qui reconnaisse que non, en France, il n'y a pas de droit de tuer un militant écologiste et que par ailleurs, puisque ce projet a été abandonné, Rémi Fraisse avait raison de se battre pour garder cet écosystème compatible avec la vie humaine. Donc ça, c'est 2 victoires très importantes. Ensuite, on a eu une autre victoire qui, là aussi, est très importante et qui va donner lieu à un travail sérieux et intense pour les semaines qui viennent. C'est que Paul Vannier a été élu rapporteur de la commission d'enquête sur le contrôle, la défaillance de contrôle, notamment sur les établissements privés, et donc sur les suites et les leçons à tirer de Betaram pour que plus jamais un Betaram ne puisse se reproduire. Alors que les scandales de pédocriminalité ne cessent de se multiplier, il est très important de comprendre pourquoi dans des établissements privés, puisque derrière il y a eu d'autres révélations que celles de Betaram, pourquoi dans des établissements privés notamment, on arrive à avoir des violences et des crimes sur des enfants et comment empêcher ça pour la suite. Ça sera l'objet de cette commission d'enquête que va faire Paul Vannier, qui est très importante pour nous. Et je veux dire à toutes celles et ceux qui ne cessent de dire que nous instrumentalisons ce qui se passe à Betaram contre M. Bayrou, qui doit continuer à démissionner puisque c'est un menteur et qu'un menteur ne peut pas gouverner la France. Je redis ce que redisait notamment le porte-parole des victimes de Betaram, qui dit que grâce à la politisation de l'affaire Betaram, il y a d'ores et déjà une quarantaine de plaintes supplémentaires aux 112 qui étaient déjà déposées, qui ont été déposées, et qu'il pense que nous allons arriver à 300 plaintes. Donc nous avons aussi aidé à libérer la parole, et je veux redire tout notre soutien aux victimes, et qu'il faut impérativement faire en sorte de cesser ces scandales de pédocriminalité qui ne cessent de se multiplier. Enfin, 2 dernières victoires importantes. Une première où nous avons protégé les assurés sociaux, puisque nous sommes le seul groupe à avoir fait un recours devant le Conseil constitutionnel sur le budget de la sécurité sociale, et nous avons réussi à censurer ce qu'on appelle la taxe lapin, donc le fait
de taxer les personnes qui n'honoreraient pas un rendez-vous médical, ce qui a été censuré, et c'est une bonne chose parce que ça voulait dire qu'il y avait 3 millions de personnes si on faisait comme ça, puisque pour taxer des gens, vous avez besoin de leur empreinte bancaire lorsqu'ils prennent le rendez-vous, et donc 3 millions de personnes qui n'ont soit pas de carte bancaire, soit qui ont des difficultés avec les outils numériques, qui n'auraient pu être en capacité de prendre des rendez-vous chez les médecins, donc c'était une inégalité extrêmement forte, alors qu'il y a déjà des millions de gens qui renoncent à se soigner dans notre pays, et donc cela a été annulé par le Conseil constitutionnel grâce à nous. Et puis nous avons gagné une dernière victoire sur la bataille sur les autres entrepreneurs qui seraient encore plus taxés et qui sont menacés pour beaucoup de mettre la clé sur la porte, puisque le gouvernement a décidé qu'il reportait cette fois-ci au mois de juin cette mesure injuste pour eux. Et donc ça, c'est grâce à la bataille que nous menons, et évidemment, on va la continuer pour que jamais ça ne soit mis en place. En tout cas, il faut continuer impérativement à lutter pour la paix. Rendez-vous le 8 mars dans la rue et le 22 mars, n'oubliez pas à dire partout autour de vous, force les amis.